En novembre 1989, au cœur d'une forteresse de béton près de Pretoria, en Afrique du Sud, un ingénieur reçoit un ordre qui changera à jamais l'histoire nucléaire. La directive est simple, rédigée sur du papier à en-tête officielle, signée par le nouveau président en personne. Démanteler toutes les armes nucléaires, détruire toute la documentation, fondre les noyaux d'uranium. Mais voici la contradiction qui marquera l'histoire. L'Afrique du Sud venait de perfectionner l'un des programmes nucléaires les plus efficaces au monde. L'arsenal entier, comprenant l'infrastructure d'enrichissement, les installations de production d'armement et 7 dispositifs, avait coûté environ 800 millions de rands, soit environ 450 millions de dollars américains pour l'ensemble. Pour mettre cela en perspective, le projet Manhattan des États-Unis a coûté plus de 20 milliards de dollars, ajusté à la valeur actuelle. Les programmes soviétiques ont consommé des ressources étatiques massives pendant des décennies. L'Afrique du Sud a construit une capacité comparable pour une fraction de ce coût, représentant moins de 1% de ses dépenses totales de défense sur 2 décennies. 6 dispositifs prêts à l'emploi étaient stockés dans des coffres à haute sécurité et un 7e était en construction. Pourtant, l'ordre n'était pas de cacher ces armes aux inspecteurs. Ce n'était pas de les vendre à des acheteurs désespérés prêts à payer des milliards. Il s'agissait de les effacer complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. 2 ans plus tard, lorsque les inspecteurs internationaux sont arrivés, ils se sont retrouvés face à un mystère technique. Comment vérifier quelque chose qui n'existe plus ? Comment prouver qu'un pays a fabriqué des bombes sans pouvoir voir ces bombes ? Voici l'histoire du seul pays qui a construit des armes nucléaires de manière indépendante, puis les a volontairement détruites toutes. Mais ce que vous allez découvrir n'est pas une histoire de moralité ou de politique. C'est l'histoire de la brillante ingénierie qui a résolu des problèmes impossibles auxquels personne n'avait été confronté auparavant. Comment enrichir de l'uranium quand le monde entier refuse de vous vendre l'équipement nécessaire ? Comment fabriquer une bombe en utilisant 1/10 des ressources des superpuissances ? Et peut-être plus difficile encore, comment prouver que vous avez détruit des armes conçues pour ne laisser aucune trace ? Les réponses ont transformé l'ingénierie nucléaire à jamais. Et tout a commencé 30 ans plus tôt, dans un pays riche en minerais d'uranium, mais pauvre en connaissances nucléaires. Un terrain d'herbe vierge à 25 km à l'ouest de Pretoria. Le Conseil sud-africain de l'énergie atomique commence la construction de ce qu'ils appellent publiquement un centre de recherche nucléaire pacifique. Ils le nomment Pelindaba, un mot zoulou signifiant « l'affaire est réglée » ou « à propos de cela, nous ne parlons pas ». Ce nom s'avérera prophétique. Voici le défi technique auquel ils étaient confrontés. L'Afrique du Sud possédait d'énormes réserves d'uranium. Plus de 40 000 tonnes avaient été exportées vers les États-Unis et la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'uranium jaune brut est inutile pour les armes. Il ne contient que 0,7% de l'isotope fissile, l'uranium 235. Pour fabriquer une bombe, vous avez besoin d'uranium enrichi à au moins 80%. Le problème, toute la technologie d'enrichissement de l'uranium était strictement contrôlée par les puissances nucléaires. Les centrifugeuses à gaz nécessitaient une ingénierie de précision que l'Afrique du Sud ne possédait pas. La séparation électromagnétique demandait une infrastructure électrique énorme. La diffusion gazeuse nécessitait des milliers de stages et des bâtiments d'usines. Puis, en 1967, des scientifiques sud-africains ont proposé une idée radicale. Un processus d'enrichissement aérodynamique utilisant une technologie de paroi stationnaire. Imaginez cela. Le gaz hexafluorure d'uranium et l'hydrogène tournent à grande vitesse dans de petits tubes stationnaires. Les forces centrifuges séparent les isotopes en fonction de leur différence de masse minuscule. Les atomes d'uranium 238 sont projetés vers l'extérieur, tandis que les atomes d'uranium 235 plus légers restent plus près du centre. À des points de sortie précisément calculés, les flux enrichis et appauvris se séparent. Mais ce qui rendait cette approche ingénierique sans précédent, c'est qu'au lieu d'énormes centrifugeuses rotatives nécessitant des roulements spécialisés et de la fibre de carbone, ils utilisaient de simples tubes stationnaires pouvant être fabriqués avec des outils de base. Le design était remarquablement compact. Un élément de séparation mesurait à peine 1 centimètre. Le défi est passé de l'ingénierie de précision à la production de masse. Pour atteindre un enrichissement de qualité militaire, l'uranium devait passer à travers des milliers de ces éléments de séparation en série, formant une cascade.
Chaque élément n'apportait qu'un léger enrichissement, environ 1,1 fois la concentration d'entrée. En 1970, après des années d'essais et d'erreurs dans un entrepôt reconverti à Pretoria, le Conseil de l'énergie atomique annonça avoir développé un processus d'enrichissement unique. Ils créèrent une société publique distincte, la Uranium Enrichment Corporation of South Africa, UKOR, et commencèrent à construire l'usine pilote Yebang sur un nouveau site appelé Valindaba, à côté de Pelindaba. Le nom Valindaba signifie « à propos de cela, nous ne parlons pas du tout ». Ce n'était pas une coïncidence. En mars 1974, sur le site de construction de l'usine I3 à Volendaba, les ingénieurs installent des milliers et des milliers de tubes de séparation dans un agencement en cascade. Ils sont confrontés à un problème qui faillit tuer tout le programme. Comment sceller un arbre rotatif entrant dans un compresseur lorsqu'on travaille avec le gaz hexafluorure d'uranium, hautement corrosif? Cela peut sembler un détail technique mineur, mais c'est en réalité la différence entre le succès et l'échec. Le hexafluorure d'uranium est terriblement corrosif. Il réagit avec l'humidité pour former de l'acide fluorhydrique qui dévore les joints standards en quelques heures. Au niveau de l'entrée de l'arbre, où la rotation crée de minuscules espaces, les fuites de gaz provoquent une contamination catastrophique et un effondrement de l'efficacité. Les Sud-Africains ont tenté d'importer des équipements spécialisés de scellage depuis l'Europe par divers canaux. Les expéditions ont été interceptées, les commandes ont été mystérieusement annulées, la communauté internationale coupait l'accès à tout ce qui était lié au nucléaire. Ce qu'ils ne pouvaient pas acheter, ils devaient l'inventer. Une petite équipe d'ingénieurs mécaniques à Volendaba a passé des mois à tester des matériaux. Ils ont essayé des joints en fluoropolymères spécialisés. Ils ont échoué. Ils ont conçu des systèmes de couplage magnétique pour éliminer la pénétration physique. Trop coûteux à produire en série. Ils ont expérimenté avec des joints labyrinthes utilisant des barrières gazées à gaz inerte. Finalement, ils ont développé une approche hybride. Une combinaison de joints mécaniques faits de matériaux spécialement traités, soutenus par un système de gaz tampon créant une pression positive pour empêcher les fuites de hexafluorure d'uranium. Cela a fonctionné. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que résoudre ce problème leur avait coûté quelque chose de précieux. Du temps. En 1975, les États-Unis ont annulé toutes les expéditions de combustible vers le réacteur de recherche Safari 1 en Afrique du Sud. La pression internationale montait. La fenêtre pour développer un moyen de dissuasion nucléaire se refermait. L'usine I a commencé à être mise en service en 1974, mais a rencontré immédiatement des problèmes. Les réactions chimiques au sein de la cascade provoquaient des pertes. Les impuretés causaient des pannes des tubes de séparation. Les vibrations mécaniques des compresseurs réduisaient l'efficacité de l'enrichissement. Les ingénieurs travaillaient sans relâche pour diagnostiquer les pannes. Ils ont découvert que l'espacement entre les tubes de séparation était crucial. Trop proche, et la turbulence détruisait l'effet de séparation. Trop éloigné, et le facteur d'enrichissement tombait sous des niveaux utiles. Ils ont redessiné la cascade 3 fois. En 1977, ils ont atteint un fonctionnement complet de la cascade. Mais voici la réalité technique. L'usine IG était conçue pour produire de 10 000 à 15 000 unités de travail séparatives par an, une mesure de l'effort d'enrichissement. En raison des pertes et des inefficacités, la production réelle n'a jamais dépassé 10 000 SWUS par an. Pour mettre cela en perspective, produire 55 kg d'uranium enrichi à 90% à partir de l'uranium naturel nécessitait environ 5 000 SWUS. Cela signifiait que l'usine Y pouvait produire assez d'uranium de qualité militaire pour environ une bombe tous les 6 mois. Pas l'arsenal de dizaines d'armes que les superpuissances maintiennent, juste assez pour quelques dispositifs. Mais la véritable percée est survenue lorsqu'ils ont résolu le problème de production. Comment produire en masse des milliers de tubes de séparation de haute précision avec des tolérances microscopiques en utilisant les capacités de fabrication sud-africaines? Ils ne pouvaient pas importer d'équipements de fraisage de précision. Alors, ils ont développé leur propre processus de fabrication en utilisant des tours industrielles modifiées et des systèmes de contrôle qualité sur mesure. Chaque tube de séparation nécessitait une douceur de surface interne mesurée en micromètres. Les variations provoquèrent de la turbulence, ce qui détruisait l'efficacité de l'enrichissement.
La solution a impliqué une combinaison de gravure chimique, de polissage mécanique et de vérification dimensionnelle rigoureuse. Ils ont construit des systèmes de mesure au laser sur mesure pour vérifier la géométrie des tubes. Chaque tube a été soumis à des tests de pression pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite microscopique. En 1978, l'usine IR a enfin produit son premier lot d'uranium hautement enrichi, environ 55 kg enrichi à 80%. Pas tout à fait de qualité militaire, mais utilisable. Cependant, le plus grand défi restait à venir. Convertir l'uranium enrichi de sa forme gazeuse en composants métalliques pour une véritable arme. Et cela nécessitait de résoudre des problèmes métallurgiques qui avaient pris des années à résoudre pour le projet Manhattan. En avril 1982, dans le tout nouveau bâtiment Cantron Circle de l'Armscor, au centre Geretsche, un ingénieur pèse soigneusement un projectile en uranium métallique à 0,1 g près. Ce morceau de métal représente des mois de développement métallurgique et coûte plus que son poids en platine. Voici pourquoi. Convertir le gaz hexafluorure d'uranium en métal solide est extraordinairement difficile. On ne peut pas simplement le chauffer et le verser dans un moule. Le métal d'uranium réagit violemment avec l'oxygène, l'azote et l'humidité à des températures élevées. Il forme des composés fragiles qui se fissurent sous contrainte. Il a des problèmes de structure cristalline qui créent des points faibles. La Atomic Energy Corporation de Pelindaba a développé un processus en plusieurs étapes. D'abord, ils ont réduit chimiquement l'hexafluorure d'uranium en tétrafluorure d'uranium, une poudre solide. Puis, ils ont utilisé une réduction métallothermique avec du calcium métal dans un creuset scellé pour produire du métal d'uranium dans une atmosphère inerte. L'ingot d'uranium résultant nécessitait une refusion sous vide pour éliminer les impuretés et obtenir la densité correcte. Mais voici le défi unique à l'Afrique du Sud. Ils avaient besoin d'un métal d'uranium avec une densité de 99,9% et des formes géométriques spécifiques et les mesures statistiques pour un dispositif de type canon. Un cylindre pour le projectile et une forme conique pour la cible fixe. L'usinage de l'uranium de qualité militaire est différent de tout autre métal. Il est dense, 19 fois plus lourd que l'eau. Il est relativement mou, ce qui provoque des vibrations de l'outil. Mais ce qui est surtout critique, c'est que l'uranium génère des copeaux pyrophoriques, de minuscules éclats qui s'enflamment spontanément à l'air. Les ingénieurs du centre Circle ont développé des outils de coupe spécialisés et des systèmes de fluides de coupe adaptés. Ils ont usiné l'uranium sous un flux constant de gaz argon pour prévenir l'oxydation. Tous les copeaux étaient collectés dans des conteneurs scellés remplis d'huile. Chaque opération d'usinage générait des déchets nucléaires qui nécessitaient une récupération soigneuse. Ensuite vint le plaquage de nickel. Pour prévenir la corrosion et améliorer les propriétés de réflexion des neutrons, chaque composant en uranium recevait un mince revêtement électroplaqué de nickel. Cela nécessitait le développement d'une chimie de bain de plaquage fonctionnant avec les propriétés électriques particulières du métal d'uranium. Mais le véritable défi technique résidait dans la conception même de l'arme. L'Afrique du Sud a opté pour une conception de type canon, similaire à celle de la bombe américaine Little Boy larguée sur Hiroshima. Dans ce design, un projectile creux en uranium est tiré dans un canon vers une cible fixe en uranium. Lorsque les deux se rejoignent, la masse combinée dépasse la masse critique, déclenchant ainsi une réaction en chaîne. Pourquoi avoir choisi un modèle de type canon alors que des conceptions d'implosion plus sophistiquées existaient? La réponse réside dans la fiabilité technique face à des ressources limitées. Une arme à implosion nécessite de détoner simultanément des lentilles explosives avec une précision de microsecondes compressant un cœur de plutonium jusqu'à une densité supercritique. Elle exige une électronique haute vitesse avancée, une ingénierie des charges creuses ainsi que des tests à grande échelle pour validation. Le projet Manhattan a mené l'essai Trinity avant de faire confiance à un design à implosion. Une arme de type canon, elle, n'a qu'une seule pièce mobile, le projectile. Pas d'explosif puissant, pas de synchronisation de précision. Si le projectile atteint la cible avec suffisamment de vitesse, l'arme fonctionne. La physique est simple, mais l'Afrique du Sud faisait face à un problème de sécurité que les développeurs d'armes à canon n'avaient pas pris en compte auparavant. Comment stocker une arme nucléaire pendant des années sans risque de détonation accidentelle? La bombe Little Boy américaine a été assemblée lors du vol vers Hiroshima.
Elle n'a jamais été conçue pour un stockage à long terme. Mais la stratégie nucléaire de l'Afrique du Sud exigeait de garder les armes dans des coffres pendant de longues périodes, avec la possibilité de les déplacer vers des bases aériennes en cas d'urgence. Les ingénieurs de l'Arms Corps ont développé un système de sécurité révolutionnaire. Chaque dispositif était divisé en 2 sections. Une partie avant contenant la moitié de l'uranium et une partie arrière contenant l'autre moitié et la charge propulsive. Les 2 sections étaient stockées dans des coffres à haute sécurité séparés, chacun avec des codes d'accès différents. 3 ministres de haut rang et le chef du gouvernement détenaient chacun une partie du code d'accès complet. Aucune personne seule ne pouvait ouvrir les 2 coffres. À l'intérieur de l'arme, des dispositifs de sécurité mécanique empêchaient le projectile de glisser accidentellement dans le canon. Le canon lui-même ne s'alignait correctement qu'une fois armé. Il contenait des trous décalés qui dissipaient la pression du propulseur, empêchant le projectile d'atteindre une vitesse dangereuse en cas de tir accidentel. Ce n'est que lorsque l'arme était armée pour l'utilisation que le canon pivotait pour se mettre en alignement, fermant les trous de décompression et permettant au projectile d'atteindre la vitesse de conception d'environ 1000 mètres par seconde. Voici à quel point la sécurité a été soigneusement étudiée. Ils ont mené des analyses des modes de défaillance et des effets sous divers scénarios, y compris la chute accidentelle depuis un avion, l'exposition au feu, les explosions conventionnelles et les effondrements structuraux dus aux tremblements de terre. Ils ont conçu les systèmes mécaniques pour qu'ils échouent de manière sûre dans chaque scénario. Tester la balistique interne nécessitait de tirer des modèles à grande échelle avec des projectiles en uranium naturel à Samshum, un centre de propulsion dans la province du Cap. Il devait en vérifier que le projectile atteindrait de manière fiable la cible avec un alignement précis. Toute oscillation ou déviation pouvait entraîner un blocage du projectile ou une assemblée inefficace. Il devait également résoudre le problème du générateur de neutrons. La plupart des conceptions de type canon utilisent une source de neutrons pour s'assurer que la réaction en chaîne commence au moment optimal, mais les générateurs de neutrons ajoutent de la complexité. Ils contiennent généralement du polonium-210 ou nécessitent de petits accélérateurs de particules. Les ingénieurs sud-africains ont fait un choix de conception remarquable. Ils ont éliminé complètement l'initiateur. Leurs armes dépendaient des neutrons de fond, des neutrons aléatoires provenant de la fission spontanée ou des rayons cosmiques pour déclencher la réaction en chaîne. Les calculs ont montré que l'arme se déclencherait quelques microsecondes après avoir atteint la masse critique, que ce soit pour un essai souterrain ou une explosion aérienne. Le compromis était une incertitude sur le rendement, peut-être de plus ou moins 15%, mais pour une arme de dissuasion jamais destinée à une précision de champ de bataille, cela était acceptable. Chaque dispositif complet pesait environ 1 tonne métrique. Son diamètre mesurait 65 cm et sa longueur 1,8 m. Chacun contenait 55 kg d'uranium hautement enrichi. Le réflecteur en tungstène entourant le cœur pesait considérablement plus que l'uranium lui-même. Le rendement calculé était de 10 à 18 kilotonnes, soit à peu près la puissance de la bombe d'Hiroshima. En août 1987, dans la salle d'assemblage du bâtiment Circle, un technicien de l'Arms Corps documente chaque étape de l'assemblage du premier modèle de production qualifié d'arme nucléaire d'Afrique du Sud dans un carnet officiel. Chaque composant a un numéro de série. Chaque étape d'assemblage a des signatures de vérification. L'historique de fabrication est méticuleux. Ce niveau de documentation semble paradoxal pour un programme d'armement secret. Mais voici ce qui rend l'approche sud-africaine unique. Ils ont conçu leur programme dès le début avec l'idée du désarmement éventuel en tête. Le Conseil de l'énergie atomique a achevé en novembre 1979 un dispositif de démonstration rudimentaire, surnommé MELBA. Ce dispositif pouvait théoriquement fonctionner lors d'un test souterrain, mais il ne pouvait pas être livré par avion. Il manquait de système de sécurité qualifié. Il s'agissait essentiellement d'une preuve de concept. Lorsque l'Arms Corps a pris en charge le programme, les ingénieurs militaires ont été horrifiés. Ce dispositif ne pouvait pas être largué depuis un avion sans risquer une détonation accidentelle. Il ne pouvait pas survivre au stockage dans des conditions environnementales variables. Il n'avait pas de mécanisme fiable pour l'armement et la sécurisation. L'Arms Corps a passé les 8 années suivantes à élaborer des spécifications de qualification rigoureuses. Chaque sous-système a subi des tests environnementaux,
des cycles de température extrême, une exposition à l'humidité, des simulations de vibrations, des tests d'interférences électromagnétiques et des profils d'accélération simulant la livraison par avion. Ils ont testé les allumeurs de propulseurs des milliers de fois pour établir des statistiques de fiabilité. Ils ont soumis les dispositifs de sécurité mécanique à des tests de scénarios de défaillance. Ils ont même construit une porcherie, une chambre d'essai en bois, où ils ont tiré des projectiles pour vérifier les performances balistiques. Mais voici le défi de la production. Maintenir ce niveau de qualité avec une équipe d'environ 40 ingénieurs et techniciens directement impliqués dans le travail sur les armes. Comparé au projet Manhattan qui employait des dizaines de milliers de personnes ou au programme soviétique avec son vaste complexe à Arzamos 16, l'Afrique du Sud a construit son arsenal nucléaire avec une équipe plus petite qu'un département d'ingénierie typique d'entreprise, une spécialisation extrême et une intégration verticale. Le bâtiment Circle abritait sous un même toit des ateliers classiques pour les composants mécaniques, des ateliers électriques, des zones de moulage et d'usinage de l'uranium, des cellules de développement de propulseurs, des chambres d'essai pour les explosifs, des salles d'intégration et des coffres de stockage. Les ingénieurs qui concevaient tous les composants les fabriquaient souvent eux-mêmes. Le contrôle qualité était intégré au processus plutôt qu'ajouté comme étape séparée. Lorsque des problèmes surgissaient, toute l'équipe pouvait se réunir immédiatement dans une salle de conférence à l'étage supérieur et résoudre les problèmes sur le champ. La sécurité était maintenue grâce à une isolation physique et une compartimentation. Seuls les citoyens sud-africains natifs et détenteurs de habilitations de sécurité très strictes pouvaient travailler sur le programme. Le bâtiment Circle n'avait pas de fenêtres. Il était profondément enfoui dans le centre de test de véhicules Geratech, caché derrière un remblai de terre qui bloquait la ligne de vue depuis les routes voisines. Un panneau extérieur disait simplement « Atelier ». Le contrôle des matériaux nucléaires avait été extraordinairement strict. Chaque matin, tout l'uranium hautement enrichi prévu pour être utilisé était pesé avec une précision de 0,1 gramme avant d'être sorti du coffre. À la fin de la journée, tout le matériau était retourné au coffre avec la même précision de pesée. Aucun uranium ne restait dans les zones de traitement pendant la nuit. Les déchets d'uranium des opérations d'usinage, ces copeaux et débris pyrophoriques, étaient renvoyés à Pelindaba pour récupération. Ces envois avaient lieu de nuit pour minimiser les risques de détection. Mais voici ce qui ralentissait le rythme de production. Le programme de qualification de l'Armscor était si rigoureux qu'il a fallu 5 ans, de leur premier dispositif en 1982 jusqu'au premier modèle de production qualifié en 1987. Lorsque le président de Klerk ordonna le désarmement en novembre 1989, seulement 6 dispositifs opérationnels étaient terminés, avec un 7e partiellement assemblé. Pourtant, voici l'exploit remarquable. Malgré des ressources limitées et un secret extrême, l'Afrique du Sud a développé des armes qui respectaient ou surpassaient les normes de sécurité internationales. Les responsables de l'Armscor affirmeraient plus tard que leurs dispositifs étaient parmi les armes de type canon les plus sûres jamais construites. Le budget annuel de fonctionnement du centre Circle dans ces dernières années était d'environ 20 à 25 millions de rands, soit environ 6 à 7 millions de dollars US. Pour mettre cela en perspective, cela représentait moins que le coût du fonctionnement d'un seul escadron de chasse moderne. Le 26 février 1990, le président F.W. de Klerk émet un ordre écrit classifié. La guerre froide touche à sa fin. Nelson Mandela vient d'être libéré après 27 ans de prison. Les forces cubaines se retirent d'Angola, le calcul stratégique justifiant la possession d'armes nucléaires s'effondre. L'ordre est précis. Démanteler tous les dispositifs nucléaires, fondre les noyaux d'uranium, retourner tout l'uranium hautement enrichi sous le contrôle de la Corporation d'énergie atomique, préparer l'Afrique du Sud à rejoindre le traité sur la non-prolifération nucléaire. Mais voici le défi technique que personne n'avait résolu auparavant. Comment démanteler des armes nucléaires de manière à laisser des preuves vérifiables pour les inspecteurs internationaux qui n'arriveraient pas avant plus d'1 an? L'équipe de l'Armscor a développé un protocole de démantèlement systématique. D'abord, chaque dispositif a été photographié de manière exhaustive dans son état assemblé.
Les carnets d'historique de fabrication documentaient chaque composant avec des numéros de série et des spécifications. Ensuite, le démantèlement a commencé dans l'ordre inverse de l'assemblage. Chaque composant d'uranium a été soigneusement retiré, photographié, pesé et ses dimensions enregistrées. L'uranium a ensuite été nettoyé de tout plaquage de nickel par des processus de décapage chimique. Le métal a ensuite été découpé en morceaux plus petits pour empêcher leur réassemblage. Ces morceaux d'uranium ont été placés dans des creusets en graphite à Pelindaba, où ils ont été fondus sous vide ou dans une atmosphère inerte. L'uranium fondu a été coulé dans des lingots standardisés, complètement différents des composants d'armement. Les composants non nucléaires ont posé un autre défi. Les pièces mécaniques, les charges propulsives, les échantillons d'explosifs et les coques d'armement ne contenaient pas de matériaux nucléaires, mais représentaient des informations sensibles sur la conception. Les autorités sud-africaines ont développé des procédures de destruction. Les mécanismes de sécurité mécanique ont été démontés et les composants critiques détruits. Les coques d'armement ont été découpées, les charges propulsives ont été brûlées, les explosifs ont été détonés dans des conditions contrôlées. De manière cruciale, elles ont conservé certains composants détruits, comme preuve. Elles ont gardé les carnets d'historique de fabrication. Elles ont conservé les registres de démantèlement montrant la correspondance des numéros de série entre les armes et l'uranium retourné. Pourquoi ? Parce qu'elles comprenaient un principe fondamental de vérification. Prouver qu'un événement s'est produit dans le passé nécessite des preuves qui survivent dans le présent. En mars 1991, tout l'uranium hautement enrichi avait été retourné à Pelindaba depuis le centre-cercle. La masse totale était d'environ 400 kg d'uranium enrichi à plus de 80%. Cela correspondait au calcul de ce que l'usine Iblexa aurait pu produire pendant sa durée d'exploitation. L'usine ITSE elle-même avait été fermée en février 1990. Premier signe visible que le programme d'armement secret touchait à sa fin. Mais le véritable défi technique commença en novembre 1991 lorsque les inspecteurs de l'AIEA arrivèrent. En novembre 1991, une équipe d'inspecteurs de l'AIEA entre à Pelindaba pour la première fois dans le cadre d'un accord de garantie complet. Leur mission semble simple. Vérifier que l'inventaire nucléaire déclaré par l'Afrique du Sud est complet et correct. Mais ils remarquent immédiatement quelque chose de particulier. L'Afrique du Sud a déclaré la possession de près de 400 kg d'uranium hautement enrichi sous forme métallique. Cela représente environ 7 armes nucléaires. Pourtant, l'Afrique du Sud a affirmé que cet uranium avait été produit pour des recherches pacifiques. Les inspecteurs n'y croyaient pas. Ce qui suivit fut l'un des exercices de vérification les plus complexes de l'histoire de l'AIEA. Un effort pour reconstruire toute l'histoire du programme nucléaire sud-africain à partir des registres de fonctionnement, des mesures isotopiques de l'uranium et des analyses d'ingénierie forensique. Voici le défi technique. Lorsque vous enrichissez de l'uranium, vous créez 3 flux de matière. L'uranium naturel en entrée, le produit d'uranium enrichi et les résidus d'uranium appauvris. Les lois de la physique exigent que la quantité totale d'uranium-235 dans ces 3 flux soit égale à la quantité initiale. C'est un bilan de masse, comme l'équilibrage d'un chéquier, mais avec des isotopes nucléaires. L'équipe de la IEA a commencé à reconstruire l'historique de fonctionnement de l'usine IN. Ils ont examiné des milliers de registres quotidiens montrant la disponibilité des modules de séparation, les taux d'alimentation, les analyses des produits et les analyses des résidus. Ils ont analysé des documents techniques décrivant des problèmes d'équipement et des modifications des processus. Puis, ils ont calculé, sur la base de la capacité de conception de l'usine ITSE et de l'historique documenté de son fonctionnement, combien d'uranium hautement enrichi aurait pu être produit. La réponse correspondait aux déclarations de l'Afrique du Sud dans les incertitudes attendues. Mais voici ce qui compliquait encore plus la vérification. En mars 1993, le président de Klerk annonça publiquement que l'Afrique du Sud avait construit 7 armes nucléaires et les avait ensuite toutes démantelées avant de rejoindre le TNP. Cette révélation changea tout. L'AIEA devait maintenant vérifier non seulement l'exhaustivité de l'inventaire nucléaire, mais aussi que le programme d'armement nucléaire avait été complètement arrêté. Ils avaient besoin d'experts en armes nucléaires. Une équipe d'inspection augmentée visita le bâtiment Circle abandonné en avril 1993.
Ils trouvèrent une installation vide convertie en opération commerciale. La zone de traitement de l'uranium avait été décontaminée. Les outils de machine avaient été nettoyés et réutilisés. Mais les inspecteurs pouvaient vérifier des détails. Ils trouvèrent le coffre à haute sécurité avec des coffres plus petits à l'intérieur, exactement comme décrit dans les dossiers. Ils virent en la salle de dissipation de la surpression au-dessus des cellules d'essai des explosifs. Ils examinèrent la construction résistante aux explosions. Ils visitèrent le bâtiment 5000 de Pelindaba, où se trouvait autrefois l'installation d'assemblage critique. Ce grand bâtiment gris dans une vallée isolée avait été utilisé pour vérifier la physique des armes. On y assemblait brièvement des composants d'uranium pour confirmer qu'ils atteindraient la criticité. L'AIEA examina des échantillons environnementaux. Ils trouvèrent des motifs de contamination à l'uranium correspondant à la métallurgie liée aux armes. Ils analysèrent des résidus qui correspondaient au processus de plaquage au nickel décrit dans les dossiers. Ce qui était le plus remarquable, c'est qu'ils ont audité les registres de transfert de matériaux entre la AEC et l'Armscor. Chaque kilogramme d'uranium hautement enrichi envoyé au centre Circle entre 1979 et 1990 avait été comptabilisé dans les expéditions de retour à Pelindaba entre mars et septembre 1991. La composition isotopique correspondait, la masse totale était équilibrée. Mais comment pouvaient-ils vérifier le nombre réel d'armes construites et détruites ? Ils ont examiné les carnets d'historique de fabrication conservés. Ces registres détaillés montraient les numéros de série des composants en uranium, des assemblages mécaniques et des sous-systèmes. Ils ont mis en corrélation ces éléments avec les registres de démantèlement, indiquant quels composants ont été détruits et quand les morceaux d'uranium ont été fondus. Ils ont interviewé des membres clés du personnel. Le directeur général de la Corporation de l'énergie atomique a fourni des briefings techniques. Les responsables de l'Armscor ont décrit le programme de qualification, les tests de sécurité et les procédures de démantèlement. Les inspecteurs ont même visité le site d'essai de Vastrap dans le désert du Kalahari. Depuis, de tests de 385 et 216 mètres de profondeur avaient été forés dans les années 1970. En 1993, l'Armscor a rendu ces puits inutilisables en les remplissant de béton et en effondrant les chambres souterraines. Les inspecteurs de l'AIEA ont assisté aux dernières opérations de scellement. Après des mois de travail intensif, l'AIEA a tiré une conclusion qui a stupéfié la communauté nucléaire. Ils n'ont trouvé aucune indication que l'inventaire initial était incomplet ou que le programme d'armement nucléaire n'avait pas été totalement terminé et démantelé. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'Afrique du Sud avait prouvé un négatif. Ils ont démontré que des armes qui n'existaient plus avaient bel et bien existé et qu'aucune n'était restée cachée. Ce succès de vérification reposait sur la prévoyance technique de l'Afrique du Sud, le maintien de registres détaillés, la conservation des preuves physiques et la transparence totale sur les activités passées. C'était sans précédent et cela a fonctionné. Le 10 juillet 1991, l'Afrique du Sud devient le premier pays à développer des armes nucléaires de manière indépendante, puis à les démanteler volontairement et à rejoindre le traité sur la non-prolifération nucléaire. En août 1994, l'AIEA confirme officiellement le démantèlement complet, clôturant l'un des chapitres nucléaires les plus inhabituels de l'histoire. Mais ce qui rend cette histoire importante pour l'ingénierie nucléaire moderne, c'est qu'elle prouve que des armes nucléaires peuvent être construites avec des ressources remarquablement limitées. L'ensemble du programme de la construction de l'usine d'enrichissement à la production d'armement a coûté environ 800 millions de rands, soit environ 450 millions de dollars américains. Cela représentait moins de 1% du budget de défense de l'Afrique du Sud au cours de la durée du programme. Comparez cela au programme nucléaire moderne qui dépense des dizaines de milliards. L'Afrique du Sud a également prouvé que le développement technique indigène pouvait surmonter l'isolement international. Lorsque le monde a refusé de fournir de l'équipement, les ingénieurs sud-africains ont inventé leur propre solution. Ils ont développé une technologie d'enrichissement unique. Ils ont résolu des défis métallurgiques. Ils ont conçu des armes fiables en utilisant les matériaux disponibles. Plus significatif encore, ils ont démontré que le désarmement nucléaire pouvait être vérifié, même lorsque les armes avaient été détruites avant l'arrivée des inspecteurs. Ce succès de vérification a établi des principes qui sont désormais utilisés dans les garanties nucléaires à l'échelle mondiale. D'abord, maintenir des registres détaillés tout au long de la durée d'un programme.
Les carnets d'historique de fabrication ont été d'une valeur inestimable. Ensuite, conserver des preuves physiques pendant le démantèlement. Les composants détruits et les échantillons environnementaux ont fourni des points de vérification cruciaux. Troisièmement, offrir une transparence totale sur les activités passées. La volonté de l'Afrique du Sud de permettre à l'AIEA d'accéder à toutes les installations et à tout le personnel a rendu la vérification possible. Quatrièmement, comprendre que l'équilibre de masse isotopique fournit une vérification puissante. La comptabilité de l'uranium-235 a finalement confirmé les limites de production. Ces leçons ont influencé la manière dont la communauté internationale a abordé la vérification nucléaire dans d'autres contextes, des inspections irakiennes aux négociations iraniennes. L'histoire de l'Afrique du Sud révèle également des vérités inconfortables sur la prolifération nucléaire. Le principal obstacle n'est pas la connaissance technique, mais l'accès au matériel fissile. Une fois que vous possédez de l'uranium hautement enrichi ou du plutonium, construire une arme de type canon brut nécessite seulement des capacités d'ingénierie modérées. C'est pourquoi les efforts modernes de non-prolifération se concentrent intensément sur le contrôle de la production de ce matériel fissile. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud exploite le réacteur Safari 1 à Pelindaba exclusivement pour la production d'isotopes médicaux. L'installation produit du molybdène 99 pour l'imagerie diagnostique, une application pacifique qui sauve des vies dans le monde entier. Le site d'enrichissement reste largement abandonné. L'usine IBG ne fonctionnera plus jamais. Le bâtiment Circle à Advanta abrite des opérations d'ingénierie aérospatiale commerciale. Mais environ 400 kg d'uranium hautement enrichi restent en Afrique du Sud sous garantie de l'AIEA. Un rappel que le désarmement nucléaire ne signifie pas que le savoir-faire nucléaire disparaît. Cela signifie choisir comment utiliser ce savoir-faire. En 1993, le directeur général de l'AIEA, Hans Blix, a qualifié le désarmement de l'Afrique du Sud de précédent unique et important pour l'avenir. Il avait raison. L'Afrique du Sud a démontré que les États possédant des armes nucléaires pouvaient volontairement renoncer à leurs arsenaux, non pas par défaite militaire, ni par effondrement économique, mais par choix politique délibéré. Les leçons d'ingénierie comptent. Lorsque les ingénieurs sud-africains ont résolu les défis de l'enrichissement de l'uranium en utilisant la séparation aérodynamique sur parois stationnaires, ils ont créé une technologie qui a influencé la réflexion sur l'enrichissement résistant à la prolifération. Lorsque l'Armscor a développé des mécanismes de sécurité extrêmes pour les armes de type canon, ils ont fait progresser l'ingénierie de la sécurité nucléaire. Lorsque l'équipe de démantèlement a conservé des preuves de vérification, elle a ouvert la voie à une méthodologie de désarmement. Mais peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci. Le plus grand défi en ingénierie n'était pas de construire les bombes, mais de prouver qu'elles avaient disparu. Réfléchissez à la complexité. Il faut vérifier la capacité de production d'uranium par l'analyse des cascades. Reconstruire l'historique opérationnel à partir des registres quotidiens. Analyser les bilans isotopiques pour confirmer les déclarations de matériel. Corréler les numéros de série des armes avec les registres de démantèlement. Examiner les échantillons environnementaux pour détecter les signatures des processus. C'est cette ingénierie de vérification qui rend le désarmement nucléaire crédible. Sans cela, les affirmations de démantèlement restent non vérifiables. Avec cela, la communauté internationale peut faire confiance, peut-être qu'on ne peut pas sans confiance, mais vérifier. Aujourd'hui, alors que de nouvelles nations envisagent des programmes nucléaires et que les puissances existantes débattent du désarmement, l'histoire de l'Afrique du Sud offre à la fois un avertissement et de l'espoir. L'avertissement que les armes nucléaires sont réalisables avec des ressources étonnamment modestes. L'espoir que les nations puissent choisir de s'éloigner du seuil nucléaire. Si vous avez trouvé cet examen approfondi de l'ingénierie nucléaire fascinant, il y a encore beaucoup à explorer. Nous avons couvert les réalisations techniques, mais les histoires humaines sont tout aussi captivantes. Les scientifiques qui ont travaillé dans le secret pendant des décennies, les politiciens qui ont pris des décisions de vie ou de mort, et les inspecteurs qui ont dû vérifier l'invisible. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur l'ingéniosité qui résout des problèmes impossibles dans des conditions extrêmes. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le programme nucléaire de l'Afrique du Sud ? Le coût modeste, la petite équipe, la vérification réussie. Merci de nous avoir regardés.